Julie Scoop. Tu es psychologue clinicienne, diplômée depuis 2011 de l'Université Paris-Cité, ex-Paris Descartes, et psychothérapeute. Tu exerces en libéral depuis 6 ans, d'abord à Agnières-sur-Seine et maintenant à Montpellier. Tu as travaillé dans plusieurs institutions, notamment en prévention et en protection de l'enfance, dans une association de parrainage de proximité, en établissement de placement éducatif pour mineurs délinquants et en lieu de placement pour des fratries. Enfin, tu es membre de la PPA depuis sa création en 2019, où tu es aussi référente du programme d'accompagnement psychologique à la périnatalité. Merci. Ça a été un sujet un peu transversal des échanges de la matinée. Voilà. Merci. Alors, à travers mes expériences en institution et en libéral, j'ai toujours ressenti la fonction du psychologue comme étant une rencontre de plusieurs mondes, de plusieurs points de vue, de plusieurs singularités. En effet, étant donné la diversité des contacts que l'on a avec les patients, les différences entre les personnes que l'on rencontre, les vécus individuels de chacun, il paraît évident qu'on ne peut pas forcément appliquer automatiquement un modèle unique de fonctionnement à tous les individus. Et qu'avant d'être des psychologues, on est des êtres humains en face d'autres êtres humains. J'ai été aussi amenée un petit peu malgré moi vers cette question de l'intégration, finalement, puisque ma formation universitaire a été alors plutôt psychodynamique, même s'il y avait une ouverture sur d'autres approches. Mon premier lieu de stage a été auprès d'un enfant autiste avec une approche plus thérapie comportementale et cognitive. Le deuxième lieu de stage était plutôt avec une approche systémique. Ma première thérapie, ma première supervision ont été avec une approche plutôt gestaltiste. Voilà, donc au début, je me disais, mais ça fait un peu éparpillé, il n'y a pas beaucoup de cohérence, je me demandais qui allait bien vouloir m'embaucher. Et finalement, je me sens assez reconnaissante d'avoir eu accès à cette diversité d'approches dans l'ouverture que ça apporte, dans la complémentarité des regards, en fait, dans l'élargissement des perspectives que ça apporte. Et je suis assez sensible aussi à l'approche d'Irving Yalom, qui est plus existentialiste, qui est un professeur de psychiatrie américain et psychothérapeute, qui lui aussi invite à cette question de l'intégration en mettant en garde notamment contre le sectarisme et en suggérant un pluralisme méthodologique dans lequel interviennent différentes approches thérapeutiques. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me permettre un petit détour par la question de l'interdisciplinarité en institution. Beaucoup parlé déjà, mais parce que selon moi, elle ouvre la voie à cette question de l'approche intégrative, justement. Un exemple dont je me souviens, je travaillais donc, chez SOS Village L'Enfant, un lieu de placement pour les enfants. Ça, c'est coupé. Donc, je travaillais dans un lieu de placement pour des fratries et j'étais la psychologue référente d'une fratrie de 3 frères qui se battaient souvent. Il y avait énormément de violence en fait dans leurs interactions entre eux et également envers leur accueillante. Et en travail individuel classique, donc dans le bureau, un par un, enfin, ça n'amenait pas grand-chose en fait. Il n'y avait pas beaucoup de changements. Donc on a réfléchi autrement et on leur a proposé plutôt des temps fratries, donc tous les 3 ensemble, avec aussi leur accueillante et également leur éducatrice référente. Et on leur a proposé de construire notamment leur blason fraternel, donc voilà, une image qui représentait leur lien de fratrie, et en se centrant sur ce qui les rassemblait plutôt que sur ce qui les opposait, sur ce qui faisait conflit. Et là, ça a été beaucoup plus constructif. Voilà, on peut se dire qu'on a utilisé une approche plus systémique, et vraiment avec l'apport de chacun de ses collègues. Alors l'éducatrice référente a poursuivi ce travail autour de la cohésion,
travers d'activités sportives, de jeux de société collaboratifs par exemple. L'accueillante a poursuivi dans le quotidien également ce travail en imprimant leur blason et en l'affichant sur un mur de la maison. Elle a imprimé aussi sur un porte-clés, sur des t-shirts, voilà, pour qu'ils y aient accès un petit peu au quotidien. Et on avait la chance d'avoir une art-thérapeute aussi dans l'institution, donc qui a également travaillé avec eux autour de création, donc des dessins, des modelages en argile, voilà, à propos de leurs émotions, de leurs relations ensemble aussi. Donc voilà, chacun à son niveau, depuis sa place, a travaillé dans cet objectif. Et donc on voit que les liens en fait avec l'équipe pluridisciplinaire sont vraiment indispensables. Le psy ne peut pas être en dehors de l'équipe. On s'apporte vraiment ce sont des apports mutuels et complémentaires. C'est vraiment une co-construction du travail d'équipe et une articulation des interventions en vue d'avoir un regard plus global en fait vraiment sur les situations. Et donc sans ces temps hors du bureau et sans l'apport de ces autres professionnels, ça n'aurait pas été constructif, vraiment. Enfin, aussi constructif, voilà. Et donc, là, je cite Boyer et Vidal dans le journal des psychologues, tu en parlais justement à l'instant. L'idée, c'est d'aller vers l'autre aussi pour provoquer la rencontre. La rencontre n'est pas souvent où on l'attend, notamment en institution. Elle est chaque jour à provoquer. Le psychologue doit sans cesse inventer pour rencontrer. Et donc là, on peut faire le parallèle avec l'approche intégrative. Alors, déjà, qu'est-ce que l'intégration ? Donc, je me suis pas mal appuyée sur les travaux de Maximilien Bachelard pour cette question-là, puisque c'est un psychologue qui a beaucoup travaillé justement sur cette question de l'approche intégrative en psychothérapie à un niveau vraiment international. Alors, la définition qu'il en donne est la suivante. L'intégration désigne l'assemblage de divers éléments, qu'ils soient théoriques ou pratiques, dans le but de former un tout original et pragmatique, visant plus précisément à former une pratique évaluative et thérapeutique plus efficiente pour le patient. L'objectif est de dépasser la mise en œuvre d'une seule pratique lorsque cette dernière ne permet pas, ou seulement partiellement, d'atteindre le but prédéfini. L'intégration peut aussi être comprise comme une tentative de voir au-delà des limites de chacune des approches théoriques ce que l'on peut apprendre à partir d'autres perspectives. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une approche qui apporte une reconnaissance de la richesse et de la complexité de l'expérience humaine. Elle offre un cadre flexible et ouvert. Et on peut l'envisager vraiment comme une complémentarité des approches visant à ne pas morceler la personne, mais plutôt d'en permettre une compréhension plus complète et plus nuancée. Parce qu'en effet, le comportement humain est complexe et multifactoriel et résulte de l'interaction entre divers éléments, diverses influences, qu'elles soient biologiques, cognitives, émotionnelles, sociales, environnementales. Voilà. Alors, Bachelard propose deux étapes en fait à l'intégration. D'une part au niveau de l'évaluation. Donc là, l'idée, ça va être d'émettre plusieurs hypothèses à propos d'une situation qui peuvent provenir de différents champs théoriques. Et ensuite, au niveau de l'intervention, où là, ça va être plutôt au niveau du positionnement du thérapeute, où on va utiliser des stratégies ou des outils thérapeutiques permettant d'atteindre un but. Alors, maintenant, pourquoi intégrer ? En fait, il y a eu donc plus de 2000 études qui ont cherché à évaluer l'efficacité des psychothérapies et à les comparer entre elles. Et il se trouve qu'aucune psychothérapie, sur le plan statistique, n'arrive à dépasser les autres en termes d'efficacité. Donc c'est un petit peu étonnant à première vue, mais voilà, sur un corpus de plus de 2000 études, c'est vraiment ce qui ressort de la grande majorité des résultats. Et que des facteurs communs les réunissent toutes.
Alors, au niveau des facteurs communs, on aura des facteurs relationnels. Donc là, c'est tout ce qui va concerner la relation patient-thérapeute, donc l'alliance thérapeutique, l'empathie. Ensuite, on aura des variables qui vont être liées au patient. Donc, ses motivations, ses attentes concernant la thérapie, sa souplesse d'esprit, voilà, le support social qu'il peut avoir à côté. Et ensuite, on aura des variables qui vont être liées au thérapeute. Donc, ses propres compétences, le respect qu'il va pouvoir montrer au patient, sa fiabilité, son propre équilibre psychologique, voilà, son aptitude à instaurer une relation de confiance, etc. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, je vais vous expliquer le graphique. Ça regroupe un petit peu ce que je viens d'expliquer. Donc en fait, d'après une étude qui est souvent citée, qui date de 1994, il y aurait 40% de l'efficacité d'une thérapie qui concernerait des facteurs extra-thérapeutiques. L'environnement du patient, ses circonstances de vie, les modifications sur lesquelles on n'a pas d'accroche. 40%. Ensuite, on aurait 30% qui correspondraient aux facteurs relationnels. Donc là, tout ce qui va concerner l'alliance thérapeutique, voilà, le patient qui va se sentir entendu, respecté, compris. 30%, c'est pas mal. Ensuite, on aurait 15% qui concerneraient les attentes du patient, donc trop, pas assez, déraisonnable. Et seulement 15% qui impliqueraient les facteurs techniques de la psychothérapie. Donc, et selon les études, voilà, il y a une part variable de cette prédominance de l'alliance thérapeutique. Ça va de 30%, 45%, voire à plus de la moitié en fait, des effets bénéfiques qui seraient liés à cette qualité de l'alliance thérapeutique. Donc voilà, c'est assez flagrant que la dimension technique et théorique du référentiel du thérapeute est beaucoup moins importante finalement que cette qualité de la relation. Irving Yalom disait aussi dans son livre L'art de la thérapie que la thérapie ne doit pas être conduite par la théorie, mais par la relation avec le patient. Donc on voit bien là l'importance de travailler le lien, l'humanité dont on peut faire preuve face à la personne qui nous confie ses souffrances, davantage que telle technique ou telle théorie appliquée de façon froide, impersonnelle, purement dans la technicité. Voilà, alors attention, ça ne veut pas dire que nos intentions thérapeutiques seules, que notre bonne foi seule serait suffisante. Il faut quand même continuer à se former, s'appuyer sur des supports théoriques, avoir quand même un cadre de référence pour savoir ce qu'on fait. Mais ça veut dire que se centrer uniquement sur une théorie ou sur une technique est insuffisant. Et donc voilà, l'efficacité du thérapeute est étroitement liée à ses capacités d'adaptation et à sa flexibilité. Alors, il faut quand même mentionner qu'il y a des difficultés méthodologiques quand même dans l'évaluation, puisque les critères vont être différents d'une théorie ou d'une thérapie à une autre, d'une époque à une autre, et aussi en fonction de ceux qui proposent les aides financières. Voilà, mais c'est important quand même de l'avoir. Ensuite, c'est Marvin Goldfried, lui, qui propose deux façons d'envisager la question de l'intégration. Donc, soit on se centre sur les différents points communs des thérapies. Donc là, on va avoir des phénomènes de base communs qui se manifesteraient en dépit des positions théoriques propres à chaque école. Mais ce seraient des outils qui seraient différents. Cette conception permettrait l'ouverture d'un dialogue entre praticiens d'orientations différentes, justement. Et la deuxième façon, qui est assez intéressante également, serait de considérer que les thérapies s'adressent à des parts différentes
du fonctionnement humain. Et donc là, les différentes orientations viseraient certains aspects du fonctionnement humain et du processus de changement. Elles aborderaient différents éléments complémentaires de compréhension de l'être humain. Donc ce serait vraiment une pluralité de points de vue qui viendrait nourrir l'esprit du clinicien. Alors, ensuite, comment intégrer? Comment on fait pour intégrer? Là, Maxime Nirmachler propose trois façons, on va dire, d'intégrer. Peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, il en a regroupé 3. On aurait l'intégration technique, déjà. Donc là, on est face à un patient en difficulté. Et ce qui va compter, c'est qu'il aille mieux. Donc on va utiliser des outils, des techniques, des stratégies qui pourraient fonctionner au regard de ce qu'il nous raconte. Ça va être moins axé sur la théorie, mais voilà, vraiment plus sur les outils. Ensuite, il envisagerait l'intégration théorique. Là, ça paraît un peu moins simple, un peu moins facile, parce qu'on ne peut pas forcément intégrer DCC, psychanalyse comme ça, par exemple. Voilà, les fondations ne sont pas forcément les mêmes. On ne peut pas forcément mélanger les théories dans un sac. Et la troisième façon d'intégrer qui paraît la plus pertinente serait l'intégration assimilative. Donc là, on aurait en fait une théorie de départ qui serait privilégiée. Voilà, on est en accord avec elle, elle constitue vraiment nos références personnelles. Et on va pouvoir y ajouter des éléments d'autres théories, d'autres thérapies qui trouvent un sens par rapport à notre théorie de départ. En fait, on se rend compte que quasiment tous les thérapeutes ont tendance à emprunter des choses qui ne font pas forcément partie de leur théorie de départ. Et c'est pas grave, au contraire, ça peut même venir stimuler leur créativité. On parlait d'influence de podcasts, de discussions. Voilà, on est rarement enfermé dans notre petite bulle théorique. Voilà, on est forcément influencé par des lectures, des podcasts, des films, enfin voilà. Voilà, on en a fini avec la théorie. On passe au côté pratique. Alors, comment je pratique l'approche intégrative? Donc c'est vraiment un témoignage, hein, je ne pars pas en croisade pour convertir qui que ce soit. Mon support théorique de base, on va dire, lié à ma formation est un peu plus psychodynamique, mais voilà, j'ai été sensibilisée à d'autres approches, à d'autres outils. Par exemple la systémie en protection d'enfance, où j'ai aussi fait une thérapie mère-enfant où j'ai jamais vu l'enfant tout seul, voilà, ça a été toujours avec sa mère. Je peux utiliser le génogramme pour travailler le transgénérationnel. En libéral, j'ai une patiente complètement mutique, donc on a bien dû trouver d'autres moyens de communication. Je peux m'appuyer pas mal aussi sur la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration. La visualisation, j'oriente aussi vers d'autres professionnels qui seraient complémentaires. Et j'utilise aussi un peu plus le brain spotting. Alors rapidement, le brain spotting, c'est un outil déjà qui est en soi intégratif. Schématiquement, on va dire qu'il provient en quelque sorte de l'EMDR, mais il s'en différencie quand même un petit peu. Donc c'est un outil qui est basé sur l'apport des neurosciences. Et l'objectif, c'est de traiter, de libérer les mémoires profondes, les traumatismes, les souffrances émotionnelles, corporelles, voilà. Et on utilise également la musique bilatérale et le chant visuel. Et en fait, je me suis tournée vers cet outil-là parce que je cherchais des outils plus concrets et plus complémentaires en fait, à la parole. J'entendais souvent, je pense que vous aussi vous êtes confrontés régulièrement à des patients qui vous disent oui, j'ai bien compris d'où ma problématique venait, j'en ai pris conscience, mais pour autant ça reste comme ça passe pas. Donc voilà, je sentais que j'avais besoin de me nourrir d'autres outils. Et vraiment de prendre en compte les différents niveaux, donc le niveau cognitif mental, le niveau émotionnel et le niveau corporel, hein, puisque tout est en interaction permanente et qu'une expérience un peu forte provoque une émotion et qu'une émotion s'exprime à travers des sensations corporelles.
On a tous eu voilà, la gorge nouée, le ventre détendu, des palpitations. Voilà. Donc voilà, pour illustrer un petit peu mes propos, je vous raconte un accompagnement que j'ai fait avec une patiente. Donc voilà, Sylvie, qui a la cinquantaine, je l'ai rencontrée donc il y a 2 ans, la cinquantaine, mariée avec 2 grands-enfants, bien insérée dans sa vie professionnelle et amicale. Et en fait, pendant la période du Covid, elle a été complètement tétanisée par l'angoisse de mort. C'était vraiment très envahissant pour elle. Elle s'est coupée du monde, elle vivait vraiment en vase clos avec sa famille. Son mari était également considéré comme population à risque. Et donc elle avait vraiment une très très forte angoisse de ramener le virus à la maison et de provoquer la mort de ses proches. À savoir que ses parents, de qui elle était très proche, sont brutalement décédés dans un accident 20 ans plus tôt et que ça a constitué un événement traumatique pour elle. Donc on a décidé d'emblée de commencer avec le brain-spotting, justement, sur son angoisse du Covid qui paraissait très en lien avec ce traumatisme. Et alors là, d'habitude, je mentionne toujours que entendant le casque avec la musique, je mentionne toujours que je le désinfecte au gel hydroalcoolique entre chaque utilisation. Et là, comme par hasard, j'ai oublié de le faire. Et donc, elle n'a pas pu le prendre. Elle s'est mise à pleurer d'emblée et elle m'a expliqué qu'elle avait peur d'attraper le virus en prenant le casque. Donc voilà, là, sa problématique était déjà bien activée et on a travaillé directement là-dessus. Donc, avec une succession de plusieurs phases, ça marche un petit peu comme ça. Il y a une phase d'activation, donc d'intensification émotionnelle et de régulation, donc d'apaisement. Voilà, il y a eu plusieurs phases. On a terminé sur une phase d'apaisement. Et à la séance suivante, elle entre dans le bureau et elle me tend la main pour me saluer. Et alors là, c'est moi qui ai eu un bug. J'étais sidérée quelques secondes. Je l'ai regardé, j'ai regardé sa main, je l'ai regardé sa main. Bon, et elle, donc voilà, elle s'est elle a vite réalisé, elle m'a expliqué qu'elle ressentait un grand soulagement, que ses angoisses étaient plus à distance, qu'elle lâchait un peu plus prise, qu'elle ne cherchait plus forcément à tout contrôler, et que la légèreté, la joie de vivre était un petit peu plus revenue. On a continué à travailler après sur d'autres sujets. Donc là, on a utilisé plus l'échange de façon classique et un peu de cohérence cardiaque aussi, voilà, en prévention et en gestion émotionnelle un petit peu des angoisses au quotidien. Et une nouvelle vague de Covid est arrivée et voilà, l'angoisse est un peu remontée, mais pas aussi fort que ça l'était. Il y avait aussi d'autres sources d'angoisse pour elle, donc comme le départ d'un de ses enfants du domicile, son mari et ses enfants qui voulaient reprendre leurs activités extérieures, le sport, les examens, tout ça. On a continué à travailler, mais vraiment, voilà, c'était une angoisse, c'était quelques pics d'angoisse plus légers, c'était plus une angoisse massive en continu. Ils ont même attrapé le Covid sans que cela ait été débordant pour elle. Alors, c'était pas elle qui l'avait ramené à la maison, donc ça allait, mais voilà, ça n'a pas été débordant. Et puis, voilà, au fil du temps, voilà, elle a retrouvé plus de ressources, son positionnement s'est un petit peu réajusté, elle prenait plus de temps pour elle, voilà, elle infantilisait plus son mari en prenant toutes les décisions à sa place. Et à la dernière séance, elle s'est même autorisée à enlever le masque en salle d'attente. Alors ok, elle était toute seule, mais voilà, c'est une salle d'attente qui n'est pas forcément très ventilée, donc voilà. Et donc elle pouvait expliquer qu'elle ressentait plus de paix, qu'elle mettait certaines choses plus à distance, qu'elle prenait du temps pour elle. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal d'apaisement. Et quand je lui ai demandé son accord pour évoquer ici aujourd'hui nos séances, elle m'a répondu très positivement que c'était avec grand plaisir, qu'elle allait très bien,
que les séances lui ont fait beaucoup de bien et ont été efficaces. Donc ça montre la pérennité de la régulation émotionnelle en fait. Voilà. Donc, alors pour conclure, on peut dire que l'intégration n'est pas seulement un mélange aléatoire de différentes théories ou outils, qu'il est nécessaire quand même d'avoir certaines bases, de comprendre quel est le besoin, quelle est la nécessité d'apporter d'autres éclairages sur une situation, et voilà, d'inventer en fait la pratique qui convient le mieux. Les bénéfices de l'approche intégrative, voilà, en fait, on constate quand même qu'il y a une augmentation drastique du nombre de nouvelles thérapies. Il y en aurait actuellement à peu près 400, au moins. Donc, on peut se dire que ça doit bien correspondre quand même à un moment donné à un besoin ou à une pertinence. Ça doit bien répondre à quelque chose. Comme on l'a vu d'après beaucoup d'études, il n'y a pas de supériorité d'une thérapie sur une autre, même pour des troubles spécifiques. Ça permettrait une meilleure communication entre chercheurs, cliniciens, et que l'aspect relationnel voilà, est plus important que la théorie ou la technique pure. Voilà, l'intégration, maintenant, c'est quand même davantage un mode de pensée. Ce n'est pas une nouvelle obédience à laquelle il faudrait prêter allégeance. C'est plutôt un prétexte à interroger nos pratiques de la psychothérapie en expliquant pourquoi on a mis en place telle stratégie, à quelle théorie on s'est référé, pourquoi on a utilisé tel outil, voilà, vraiment notre cheminement dans la réflexion clinique. Ça me fait penser à ce qu'on disait ce matin sur les stagiaires aussi. Moi, quand je travaillais en institution, j'adorais encadrer des stagiaires parce que justement, leurs questions, leur regard un peu frais nous font vraiment nous interroger et remettre en perspective un peu pourquoi on fait comme ça, voilà, sur quoi on se base. Voilà, maintenant, le danger, quand même, serait... faut vraiment garder en tête de ne pas tomber non plus dans l'accumulation incohérente des techniques, des théories, de vouloir tout maîtriser, tout apprendre, tout savoir. On n'est pas et on ne sera pas tout puissant. L'idée, c'est plutôt de choisir en conscience ce qui nous parle dans notre pratique, ce qui convient le mieux dans l'accompagnement qu'on peut proposer aux patients. Et que, voilà, en tant qu'être humain et donc en tant que thérapeute, on a tous nos propres limites et on ne peut pas forcément accompagner toutes les problématiques. Donc voilà, c'est important de le savoir, de le respecter et de pouvoir, quand on le peut, réorienter des patients que l'on ne se sent pas en mesure d'accompagner. Et finalement, voilà, on peut garder en tête que le travail thérapeutique, c'est vraiment une co-construction permanente avec notre patient, nous comme thérapeute et notre patient comme co-thérapeute, ou pour reprendre l'expression d'Irving Yalom, patient et thérapeute comme compagnons de route. Voilà, merci de votre attention.